On va aller parler d'avenir ensemble. On a le grand chef avec nous, Ghislain Picard, qui est au bout du fil. Et je vous le présente, mais je veux porter à votre mémoire la déclaration d'en fin de semaine. On écoute ça rapidement. Je suis Innu. Je suis souverainiste. Je sais que c'est une affirmation qui résonne fort ici. Mais je me permets quand même une nuance. Elle est importante. Ma souveraineté se fonde sur des sentiments extrêmement profonds quant à mon identité, ma culture, mon peuple, notre territoire. C'est le sens profond de notre souveraineté comme peuple autochtone. Monsieur le grand chef, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gendron. Bonjour. Écoutez, c'était fabuleux en fin de semaine, mais quand vous avez déclaré, bon, je suis Innu, je suis souverainiste, et là, la foule s'est mise à délirer, on sentait tout le poids de votre déclaration dans votre visage, là. Je ne sais pas si vous vous étiez dit, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Hein? Ben, écoutez, je n'allais pas là, de toute évidence, dans ma tête pour avoir une ovation, Oui. mais tout simplement pour faire une espèce de reality check, comme on dit en bon français. Oui. Parce que souvent, on oublie trop vite que il y a quand même des questions qui demeurent entières et c'est malheureux de constater que c'est lorsque vient le moment où ces questions-là sont mises au grand jour qu'on réagit. Et pour nous, c'est très clair que c'est important qu'on puisse régulièrement se rappeler Ben oui. le contexte dans lequel on se situe tous, en insistant sur le fait que oui, il y a le contexte légal, le contexte peut-être constitutionnel aussi, mais légal davantage, c'est pas figé dans le temps, ça évolue. Oui. Et pour nous, bon, ce qui s'est passé en 80, par la suite en 95, on est rendu 20 ans plus tard et la jurisprudence, je dirais, nous a très certainement été favorable. Donc, il y a peut-être des mises à jour aussi qui sont nécessaires. Ouais, mais je regardais justement, là, on parle évidemment souveraineté, revendication territoriale et tout ça. Et hier, j'étais sur la route, puis je réfléchissais au fond, l'autodétermination des peuples, là, garantie par les chartes internationales, par l'ONU, la déclaration et tout ça, peut pas s'appliquer aux Québécois francophones. On est une puissance coloniale. On s'est fait vaincre par une autre puissance coloniale. Les seuls qui peuvent revendiquer ça, là, les seuls, là, quand tu regardes l'analyse là, froide, là, c'est vous. Oui. C'est vous qui avez été colonisé dans tous les sens du terme négatif, là. Ben, tout à fait. Et je crois qu'ici, vous le dites très bien. Et je veux dire, on peut aussi pousser la réflexion plus loin et constater que oui, cette colonisation persiste. Oui. Évidemment, du côté fédéral, parce qu'on pourrait facilement, je veux dire, donner du poids à l'argument voulant que la loi sur les Indiens, bon, origine de 1876 avec son profond caractère colonial qui demeure toujours aujourd'hui parce que ça a été modifié à peine 2 ou 3 fois depuis ces années-là. Donc, ce contexte-là, je veux dire, persiste et a traversé l'épreuve du temps. Mais ceci étant dit, il y a la question territoriale et je sais et je lis et je vois qu'il y aura toutes sortes d'arguments selon qu'on est géographe, selon qu'on est politologue, selon qu'on est constitutionnaliste pour essayer de diminuer à son minimum là une telle affirmation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre position est avant tout politique. Et ce qu'elle met en évidence aussi, c'est le fait que, je veux dire, on passe de décennie à décennie avec une question, un problème, un défi qui demeure entier. Et dans certains cas, des nations sont aux tables de négociation, ça fait presque 40 ans maintenant. Mais à travers vos instances, justement, là, quand on parle du concept de souveraineté, là,
Moi, évidemment, je vois ça avec ma tête de blanc, approche classique, sciences politiques. Je vous donne un exemple. Si j'étais à Kwasasne, je me dis, ben, un grand territoire, on pourrait l'agrandir, on pourrait déclarer des zones franches de taxation, attirer des entreprises, se créer une espèce de gouvernement autonome à la fois du Canada, des États-Unis, tout en vivant avec nos voisins. Là, je pense que y a-tu un think tank qui s'est mis sur pied à travers vos instances pour dire, ben, c'est quoi la souveraineté, là, quand va venir le temps de traverser le chemin avec les Blancs? Là, qu'est-ce qu'on veut? Là? Expliquez-nous ça. Écoutez, déjà, je pense que du côté américain, évidemment, le passé de nos frères et sœurs du côté américain n'a pas été plus rose que le nôtre là, sur plusieurs plans, sur bien des plans, mais il en demeure pas moins que à l'intérieur des États américains, des États-Unis, finalement, il y a ce concept-là de souveraineté intérieure qui a déjà été fait l'objet d'un aval du côté américain. Et je crois savoir que dans la grande majorité des cas, c'est quand même un arrangement qui semble satisfaire. Et pour nous, c'est peut-être quelque chose qui est exportable. Il s'agit d'en connaître les bases et où se situent les gouvernements ou les structures gouvernementaux qui existent actuellement au Canada. Donc, oui, je pense que, comme vous le dites, il y a une espèce de remue-ménage qui est nécessaire et sans limite, là. Et surtout pas guidé par finalement des processus qui ont plus tendance à nous coller au pied du mur qu'autre chose. Mais il y avait ce jeune chef là, dont j'oublie le nom malheureusement. C'était au Québec là, que c'est arrivé. Il est sorti peut-être il y a quelques mois en disant ben moi là, si j'ai pas d'entente là avec le territoire puis les ressources là. Ben, on va déclarer notre indépendance. Grosso modo, là, ça ressemblait à ça. Oui, c'était du côté de la nation Atikamekw, un jeune grand chef, comme vous le dites, effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a braquage aussi. C'est que s'il n'y a pas de considération pour les droits fondamentaux pour lesquels nous plaidons, et s'il n'y a pas d'engagement politique réel, c'est un peu ce qu'on constate et on risque de voir graduellement peut-être une révolution qui va être moins tranquille que la vôtre. Et c'est ça qui arrive actuellement. Mais votre concept de souveraineté, là, évidemment, les Blancs, nous autres, on voit ça d'une approche, comme je vous le disais, assez traditionnelle. Bon, on a notre Parlement, on se sépare, on a nos frontières et tout ça. Mais en 2015, là, ce concept-là de souveraineté, là, c'est plus comme dans l'ancien temps. Là. J'imagine que c'est pas ça que vous avez dans la tête. Ou quand vous dites on veut plus de droits, plus de pouvoir, y a-t-il une relation à mi-chemin? Comment est-ce qu'on voit ça? Écoutez, posez simplement, à mon sens, on parle d'une question, une mise à niveau. Oui. Parce que ce que je disais aussi aux délégués du Conseil national en fin de semaine, c'est que d'ici 2050, là, il est fort probable, selon les prévisions, que notre population double. Ben oui, facilement. Donc, c'est extrêmement important. Puis, dans un contexte idéal, je me dirais, bon, c'est vraiment quelque chose de positif. Mais si on n'a pas, je veux dire, quoi que ce soit, ce qu'il faut pour relever les perspectives en matière d'éducation, d'emploi et ainsi de suite, je veux dire, ça peut être à notre détriment. Et c'est ce qu'on veut empêcher ici. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, il me semble que si la mise à niveau, l'équilibre est fait, c'est plus facile à ce moment-là, peut-être d'aller devant des ententes, des arrangements de gouvernement à gouvernement, comme les gouvernements municipaux le font avec les provinces. Oui. Comme les provinces le font avec le fédéral. Mais les préjugés ont la vie dure, hein, parce que j'écoutais les gens parler ensuite sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Ah ouais, mais je vous dis, ça, c'est vraiment le Québécois aura les paquettes, là. Ouais, les Indiens, oui, ils veulent se séparer, mais ils vont-tu nous redonner les chèques qu'on leur envoie? Tu sais, c'est cette mentalité-là du chèque. Je pense que ça mériterait d'être démystifié aussi, là. Tout à fait. Et je pense que pourquoi on serait exclu de la péréquation? Même moi, comme ville pauvre, là, Huntington, j'avais un chèque. C'est un système qui s'applique à tout gouvernement. Municipaux, tout le monde en bénéficie. Les arrangements dont je parlais plus tôt, là, oui. Ça pourrait inclure tout ça. Oui. Et pour nous, il y a très certainement la question de la souveraineté à notre niveau, c'est pas quelque chose qu'on va qualifier selon un contexte que je veux dire qu'on a de la difficulté à contrôler, mais en même temps, ça n'empêche pas
des arrangements qui seraient possibles avec quelque niveau de gouvernement que ce soit. Mais vous apportez le point de la péréquation. Voici un exemple intéressant. Il y a combien de villes pauvres au Québec, dont Huntington, j'en faisais partie, là. Oui. Sur un budget annuel, Québec m'envoyait, parce qu'on était pauvre, richesse foncière de pauvres, là, 2 à 300 000 par année. En péréquation, parce que, bon, que voulez-vous, mais on n'est pas moins intelligent, on n'est pas moins être humain que d'autres, là. Alors, ça existe même chez les Blancs, ce système de péréquation-là? Tout à fait. Et je pense que finalement, c'est une question d'un meilleur partage de la richesse. Oui. Et pour nous, bon, c'est aussi quelque chose que nous revendiquons avec le gouvernement du jour. Bon, là, on va se laisser là-dessus. Est-ce que les signaux sont positifs de la part des libéraux? Est-ce que ça avance? Je sais que la cour est pleine là, pour Justin Trudeau ces temps-ci. Bien, on s'est permis une parenthèse par rapport aux libéraux provinciaux en fin de semaine. Oui. Par rapport aux libéraux du côté fédéral, bon, il y a eu plein d'engagements, de promesses du côté de M. Trudeau. Et on est en train, là, en ce moment, là, d'évaluer là, qu'est-ce qui est réalisable dans le court et le moyen terme. Il y a des priorités comme cette enquête nationale sur le cas des femmes autochtones assassinées ou disparues. Et je pense que la réponse ou la réaction du gouvernement semble être de pousser la machine le plus possible pour que cette enquête-là puisse avoir lieu finalement. Donc, on va y aller par ordre de priorité. Bon, peut-être que la prochaine, ce sera l'éducation. Donc, il s'agit de convenir d'une façon de faire là, qui convienne autant au gouvernement fédéral qu'à nos gouvernements. Et pour moi, c'est la meilleure expression d'une relation de nation à nation. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une photo qui circule. Bon, c'est un Amérindien traditionnel là, et tout ça, et qui fait face à un Européen, puis il dit vous avez un problème de réfugiés? Ah, OK, non, on n'est pas intéressé. Je l'ai trouvé bien bonne. Je l'ai trouvé très bonne parce que les Blancs là, qui ont peur là, des réfugiés actuellement, là, c'est parce qu'on en était des réfugiés, nous autres. Pire que ça, on n'était même pas des réfugiés, on vous a volé le territoire. Oui, on peut très certainement pousser la chose. Ben oui. C'est épouvantable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, M. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Ben oui, cette photo-là, vous l'avez vue peut-être sur les réseaux sociaux. T'as un Européen qui débarque, là, tu sais, dans les années 1600, 1500, 1600. C'est pas des farces, là. On est dit, on n'était pas vraiment des réfugiés. Ben peut-être. Peut-être que les Pilgrims qui sont arrivés à Plymouth, au Massachusetts, étaient des réfugiés religieux. Oh non! Vous êtes pas sérieux! Les Pilgrims qui sont arrivés à Plymouth étaient des réfugiés religieux. C'est de même que l'Amérique s'est bâtie, Donald Trump, espèce d'idiot. Va donc voir ton histoire, Donald Trump, espèce d'épais. T'en souviens-tu des réfugiés religieux qui fuyaient la persécution en Angleterre? Hein? Puis qui ont traversé, là, puis qui n'avaient plus rien à manger. Puis là, tout d'un coup, quand ils sont arrivés sur les côtes du Massachusetts, ils ont vu une dinde sauvage. Ils étaient en train de crever de faim dans le bateau, ils ont vu une dinde sauvage. Puis on dit, oh mon Dieu, on va rendre grâce à Dieu. Depuis ce temps-là qu'on tue des dindes. D'ailleurs, l'action de grâce, c'est jeudi de cette semaine aux États-Unis. C'est de là que vient l'histoire de l'action de grâce qu'on tue des dindes. C'est parce que ça a commencé, des réfugiés religieux qui sont arrivés ici. Mais on veut fermer la porte à des réfugiés qui reçoivent des bombes. Voyez comment les gens ne connaissent pas leur passé, bande d'idiots.